bienvenue à tous sur la chaîne Journal Ensemble. Dites-nous, s'il vous plaît, d'où vous nous regardez. Mais maintenant, il est temps de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui. Le message est arrivé à 17h43, alors que je finissais de dîner. Ce soir je dors chez Jennifer. Ne t'inquiète pas. Simple, direct, comme si elle m'annonçait qu'elle avait acheté du lait à l'épicerie. J'ai fixé le message un instant. Ma femme avait pris cette habitude récemment à ses nuits spontanées chez son amie d'université. À 32 ans, ça semblait un peu étrange, mais je me suis dit qu'elle avait peut-être besoin de voir ses amis. Le travail était stressant pour nous deux. J'ai répondu, d'accord, amuse-toi bien. Et je suis retourné à ma pizza de la veille. Mais quelque chose clochait. L'heure était bizarre. Elle était rentrée du travail, s'était changée, avait pris un petit sac et était repartie en moins de 20 minutes sans discussion, sans la moindre mention de plan à l'avance. Juste un au revoir rapide. Je rentrerai demain. La maison sans elle se sentait différente. Plus silencieuse, mais pas apaisante. J'essayais de regarder Netflix, mais mes pensées revenaient sans cesse. Pourquoi n'avait-elle pas mentionné ses plans ce matin? On discutait habituellement de nos journées autour d'un café. Vers 22h30, j'ai décidé de l'appeler. Ça a basculé sur la messagerie. La batterie a dû mourir, me suis-je dit. Elle oubliait toujours de charger son téléphone. Mais la curiosité a pris le dessus. Si c'était une soirée entre filles, peut-être que je pourrais dire bonjour, voir ce qu'elle faisait. J'ai trouvé le numéro de Jennifer. On avait dîné chez elle. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle réponde. Allô. Bonjour Jennifer, c'est moi. Ma femme est chez toi? Je voulais lui dire un truc rapidement. Silence. Un long silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas là. Mon cœur s'est serré. Ah, comment ça, elle n'est pas là? Elle m'a écrit qu'elle dormait chez toi ce soir. Je ne l'ai pas vue depuis plusieurs semaines. On devait déjeuner ensemble le mois prochain, mais ce soir? Non. Certainement pas ici. Où est-elle? La question planait dans l'air comme de la fumée. Où est-elle? Je ne suis pas sûr. Peut-être que j'ai mal compris le message. C'est bizarre. Je devrais l'appeler? Non, non, je vais m'en occuper. Merci, Jennifer. J'ai raccroché et j'ai immédiatement rouvert le message. Ce soir je dors chez Jennifer. Ne t'inquiète pas, noir sur blanc, clair comme de l'eau de roche. Pas d'ambiguïté. Ma femme m'avait menti ouvertement, avec assurance, sans hésitation. J'étais assis dans le salon. La télé diffusait un spectacle comique. Mais je ne riais pas. Mon cerveau s'est mis à passer en revue les dernières semaines à toute vitesse. Les soirées tardives au travail, le nouveau parfum, la façon dont elle avait commencé à poser son téléphone écran retourné pendant les repas. Les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas, elles s'effondraient, comme un château de cartes. J'ai essayé de l'appeler à nouveau. Messagerie. Cette fois, j'ai laissé un message. Salut. J'ai appelé Jennifer pour papoter, mais elle m'a dit que tu n'étais pas là. Rappelle-moi quand tu auras ça. Puis j'ai attendu. Et attendu encore. À minuit, toujours rien. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à réfléchir, si elle n'était pas chez Jennifer, où était-elle? Et surtout, depuis combien de temps ça durait? J'ai ouvert notre compte téléphonique partagé en ligne. Les journaux d'appel, les journaux de messages. Tout était là. Je n'avais jamais regardé avant, il n'y avait pas de raison. La confiance, c'est ça. Mais la confiance était visiblement un luxe que je ne pouvais plus me permettre. En parcourant les données, des schémas ont commencé à apparaître. Des appels vers des numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages envoyés à des heures où elle prétendait être en réunion. De longs appels tard le soir, quand je croyais qu'elle dormait à côté de moi. Un numéro revenait souvent. Très souvent. J'ai saisi mon téléphone et j'ai composé ce numéro. Dring, dring, dring. Allô? A répondu une voix masculine, grave, surprise par cet appel tardif. Pardon, mauvais numéro, ai-je dit avant de raccrocher rapidement. Mais ce n'était pas un mauvais numéro. C'était exactement le bon. Le numéro que ma femme appelait et à qui elle écrivait depuis 2 mois.
Je me suis adossé dans mon fauteuil et j'ai soufflé longuement. Le spectacle comique tournait toujours, mais il n'y avait rien de drôle dans cette situation. Ma femme n'était pas chez Jennifer. Elle était avec lui, où qu'il soit. Et demain, quand elle rentrerait avec ses histoires de soirée entre filles, elle me regarderait dans les yeux et mentirait encore. Mais maintenant, je savais. Et ça changeait tout. Partie 2, j'ai fermé l'ordinateur et je suis allé me coucher. Mais le sommeil ne venait pas. Mon cerveau tournait déjà, planifiait déjà parce que si elle pouvait mentir aussi facilement, aussi convaincamment, elle avait probablement menti bien plus souvent qu'uniquement ce soir-là. Et j'allais découvrir jusqu'où ça allait. Je me suis réveillé à 6 heures pile, alors que j'avais à peine dormi 3 heures. Ma femme n'était toujours pas là. La première chose que j'ai faite, c'est de vérifier notre ordinateur partagé. Elle restait toujours connectée à tout, email, réseaux sociaux, stockage cloud. Elle était absolument convaincue que je n'aurais jamais la curiosité de regarder. Grande erreur. J'ai d'abord ouvert sa messagerie. Rien d'évident dans la boîte principale, mais j'ai vérifié la corbeille. Jackpot. Des confirmations de réservation d'hôtel. 3 dates différentes au cours du dernier mois. Tout avait été supprimé, mais tout était récupérable. Un Marriott en centre-ville, un Hampton Inn près de l'aéroport, et un endroit appelé The Grove, un hôtel-boutique dont je n'avais jamais entendu parler. Chaque réservation était pour 2 personnes. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai enregistrées dans un dossier sur mon bureau intitulé Projet professionnel. Si elle avait jamais regardé, ça aurait eu l'air de simple tableur ennuyeux. Puis j'ai vérifié ses réseaux sociaux. Son Instagram était devenu plus actif dernièrement. Beaucoup de selfies, mais ce qui a attiré mon attention, c'était les localisations. Elle se géolocalisait dans des endroits pendant ses heures de travail, des cafés dans toute la ville, des restaurants où je ne l'avais jamais emmenée. Mais la vraie mine d'or, c'était la sauvegarde Google Photos. Visiblement, elle ne savait pas qu'elle se synchronisait avec notre compte partagé. Les photos des 2 derniers mois racontaient une histoire qu'elle ne voulait certainement pas que je voie. Des dîners dans des restaurants huppés, des cocktails sur des terrasses, un week-end dans une région viticole qui était censée ne jamais avoir eu lieu. Et sur quelques photos, une ombre, une main masculine, un reflet dans les vitres. Quelqu'un était clairement là, mais avait été soigneusement recadré. Mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Désolé, je me suis endormi tôt. Je rentre bientôt. Je t'aime. J'ai répondu, pas de problème. Prends ton temps. Mais intérieurement, j'ai failli rire. L'audace était presque impressionnante. J'ai continué à creuser. Les relevés de cartes de crédit montraient des dépenses que je ne reconnaissais pas. Des achats chez Victoria's Secret qu'elle ne m'avait jamais montrés. Des dîners coûteux pour 2 les soirs où elle prétendait travailler tard. Des pleins d'essence à l'autre bout de la ville quand elle disait être au bureau. La trace financière était plus claire qu'une carte routière. Puis j'ai trouvé la vraie preuve. Enfoui dans les messages supprimés, un fil de conversation avec quelqu'un enregistré sous le nom de Brad du bureau. Mais Brad du bureau ne parlait pas de rapport trimestriel. J'ai hâte de te voir ce soir. L'endroit habituel. Il ne se doutera de rien. Je lui ai dit que j'étais encore chez Jennifer. Tu es terrible, mais j'adore ça. Encore quelques mois et on pourra arrêter de se cacher. Mon avocat dit, minimum 6 mois avant de déposer les documents. Ça vaut la peine d'attendre. J'ai lu toute la conversation 2 fois. Les horodatage correspondaient parfaitement à ces nuits chez Jennifer, aux réservations d'hôtels, aux dîners mystérieux. Ma femme ne trompait pas seulement, elle planifiait sa sortie. Et visiblement, c'était moi qui la finançais. Le téléphone a sonné. C'était elle. Bonjour chérie. Je rentre. Tu veux que j'achète un café? Sa voix était joyeuse, parfaitement normale, comme si elle n'avait pas passé la nuit avec un autre homme en planifiant de divorcer d'avec moi. Bien sûr, avec plaisir. À l'endroit habituel, bien sûr. À dans 20 minutes. 20 minutes pour me préparer. 20 minutes pour faire semblant de ne pas savoir que mon mariage entier était une pièce de théâtre. J'ai rapidement imprimé les preuves les plus compromettantes et je les ai cachées dans le tiroir de mon bureau au travail. Puis j'ai effacé l'historique du navigateur et tout fermé sur l'ordinateur. Quand elle est entrée, portant 2 tasses de Starbucks, elle avait exactement l'air de la femme que j'avais épousée. Le même sourire, le même bisou sur la joue, le même « comment s'est passée ta nuit ?»
Tranquillement, ai-je dit. Et Jennifer? Oh, tu la connais. On a parlé jusqu'à pas d'heure, de tout et de rien. Le mensonge coulait de ses lèvres avec une fluidité presque admirable. De quoi vous parliez? De la vie, des dramas au boulot, de sa vie amoureuse. Des trucs de fille. Encore plus de mensonges, empilés sur une fondation de mensonges. Ça a l'air sympa. Tu devrais le faire plus souvent. Elle a semblé surprise par mon enthousiasme. Vraiment? Je croyais que tu n'aimais pas quand je n'étais pas là la nuit. Je te fais entièrement confiance, ai-je dit en sirotant mon café. Tu peux voir Jennifer quand tu veux. L'ironie ne m'avait pas échappé. Elle a souri et a commencé à parler de sa journée à venir. Pendant qu'elle prenait sa douche, j'élaborais mon plan. D'abord, je devais sécuriser nos finances. Elle avait déjà consulté un avocat, ce qui signifiait qu'elle était plus avancée dans le processus que je ne le pensais. J'ai ouvert l'ordinateur et commencé à transférer de l'argent de notre compte épargne commun vers mon compte courant personnel. Pas tout ça aurait été trop évident mais assez pour m'assurer qu'il ne resterait rien quand elle déciderait de frapper. Puis j'ai appelé mon bureau pour planifier une réunion avec les RH au sujet de mes avantages. Si un divorce se profilait, je devais comprendre les implications. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui semblait étrange mais nécessaire, j'ai appelé un serrurier. Je dois changer les serrures de ma maison, lui ai-je dit. Quand pouvez-vous venir? Jeudi prochain en après-midi? C'était exactement quand elle m'avait dit avoir encore une réunion tardive. Il y a une raison particulière pour ce changement? Une mise à jour de sécurité, ai-je répondu. Mieux vaut prévenir que guérir. Quand elle est sortie de la douche, j'étais assis à la table de cuisine, l'air parfaitement normal, à lire les nouvelles sur mon téléphone. J'ai une réunion client ce soir, a-t-elle dit. Je rentrerai peut-être tard encore. Réunion client était visiblement sa nouvelle expression codée. Pas de problème. Je rentrerai probablement tard aussi. J'ai une grosse deadline qui approche. Elle m'a embrassé sur le front et a pris son sac. Je t'aime. Moi aussi, ai-je répondu automatiquement. Mais en regardant sa voiture sortir de l'allée, j'ai réalisé que c'était peut-être les derniers mots sincères que nous échangerions jamais. Tout à partir de maintenant serait stratégique. Elle voulait jouer à des jeux mais elle allait découvrir que j'étais bien meilleur joueur qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Partie 3, les jours suivants ressemblaient à vivre dans un film dont je connaissais la fin, mais où je devais continuer à jouer le rôle du mari surpris. Ma femme poursuivait son spectacle à la perfection en parlant du travail, planifiant des week-ends, proposant même de réserver des vacances le mois suivant. Des vacances qu'elle n'avait aucune intention de passer avec moi. Je jouais le jeu, tout en me préparant méthodiquement à ce qui devait arriver. Chaque matin après son départ, je transférais quelques affaires importantes chez mon frère. Des albums photos, des documents importants, la montre de mon grand-père et des choses irremplaçables. Le mercredi soir, elle a annoncé une nouvelle soirée chez Jennifer. Je sais, je viens juste de la voir, mais elle traverse une période difficile au boulot, a-t-elle dit en préparant son sac de nuit. Mais elle a besoin de soutien. Bien sûr, ai-je dit. Embrasse-la de ma part. La facilité de sa tromperie était presque insultante. Est-ce qu'elle me croyait vraiment aussi naïf? Après son départ, je me suis rendu à l'hôtel The Grove. Sa voiture était sur le parking, comme prévu. Chambre 237, selon la confirmation de réservation que j'avais trouvée. Je ne suis pas entré, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement photographié sa plaque d'immatriculation à côté de l'enseigne de l'hôtel, et je suis rentré. Preuve recueillie. Mission accomplie. Le jeudi est arrivé comme sur des roulettes. Elle est partie pour sa réunion client à 18h pile. J'ai attendu 30 minutes, puis j'ai appelé le serrurier. Vous avez rendez-vous pour la mise à jour de sécurité? C'est bien moi. Pendant qu'il s'occupait des serrures, j'ai fini d'emballer ses affaires. Pas tout, juste assez pour montrer où se trouvait la limite. Ses vêtements préférés, ses bijoux, ses cosmétiques, ses effets personnels. Tout soigneusement emballé dans des cartons, posés devant la porte d'entrée. Le serrurier a terminé vers 20h. Voilà, c'est fait. Voici vos nouvelles clés. Timing parfait. J'ai passé le reste de la soirée à préparer une dernière surprise. Sur mon ordinateur, j'ai rédigé une lettre détaillée expliquant tout ce que j'avais découvert. Les reçus d'hôtel,
les captures d'écran des messages, les relevés financiers, un compte rendu chronologique complet de sa liaison avec Brad du bureau. Mais le vrai chef-d'œuvre était à la fin, un calcul détaillé de la façon dont nos actifs seraient divisés, ce qui lui revenait légalement, et ce qu'elle obtiendrait réellement. Indice, il y avait une différence considérable. À 23 heures, conformément à mon plan, j'ai appelé Jennifer. « Bonjour Jennifer, c'est encore moi. Désolé d'appeler si tard. J'essaie de joindre ma femme, elle m'a dit qu'elle restait chez toi ce soir, mais elle ne répond pas au téléphone. » Nouveau silence. Plus long cette fois. Je n'ai pas envie de te dire ça, mais elle n'est certainement pas là. En fait, je suis parti chez ma sœur cette semaine. Depuis quand? Depuis lundi. Je rentre seulement dimanche. Parfait. Ma femme avait utilisé Jennifer comme alibi toute la semaine, sans savoir que Jennifer n'était même pas dans la ville. Merci Jennifer. Je crois qu'on devra parler à ton retour. Tout va bien? Pas vraiment, mais ça ira. En raccrochant, j'ai posé la lettre sur la table de cuisine là où elle la verrait immédiatement. Puis j'ai chargé mes dernières affaires dans la voiture et je suis parti vers l'hôtel-résidence que j'avais réservé à l'autre bout de la ville. La chambre était simple, mais propre. L'essentiel, c'est qu'elle était à moi. Pas de mensonges, pas de spectacle, pas de comédie. Tout allait bien. J'ai commandé une pizza et ouvert une bière. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un vrai soulagement. Mon téléphone a commencé à vibrer vers minuit. Un message d'elle, je reste encore une nuit. Jennifer a vraiment besoin de moi là. Je n'ai pas répondu. Les messages ont continué toute la nuit. Ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? Appelle-moi quand tu auras ça. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé reposé pour la première fois depuis des mois. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de me demander quel mensonge j'allais entendre. Plus besoin de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passait vraiment. J'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués, 12 messages vocaux, 23 SMS. La chronologie racontait l'histoire parfaitement. Les premiers messages étaient décontractés, normaux. Puis la confusion. Puis la panique. Puis le désespoir parce qu'elle était rentrée à la maison et avait trouvé les serrures changées, ses affaires emballées, et la lettre qui l'attendait sur la table. La lettre qui commençait ainsi, « Jennifer a appelé hier soir à 23 heures pour te chercher. Il s'avère qu'elle était chez sa sœur toute la semaine. J'espère que la chambre 237 de l'hôtel The Grove valait la peine de perdre cette maison, ce mariage, et la moitié de tout ce que nous avions construit ensemble. » Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô. Il faut qu'on parle. Sa voix était différente. Tendue. Désespérée. Non, pas vraiment. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Que tu m'as menti en face pendant des mois. Que tu planifiais de divorcer pendant que je payais tes chambres d'hôtel avec un autre homme. Que tu utilisais Jennifer comme alibi sans même vérifier? Silence. J'ai tout trouvé. Chaque reçu d'hôtel, chaque message supprimé, chaque mensonge que tu as dit à la consultation avec ton avocat, ton plan d'action tout. Et tu ne me trouveras pas. Et avant que tu demandes, oui, j'ai pris l'argent. Ce qui te revient légalement sera décidé par un tribunal. Ce que tu mérites vraiment, c'est une autre conversation. Ce n'est pas la fin. En fait, si. Tu ne le réalises pas encore, c'est tout. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Puis j'ai appelé mon avocat. Il était temps d'agir légalement. Je dois demander le divorce, lui ai-je dit. Et j'ai des preuves assez intéressantes à partager. Le mieux, c'est qu'elle croyait encore contrôler la situation. Elle allait découvrir à quel point elle se trompait. Partie 4, la réunion avec mon avocat s'est mieux passée que prévu. L'adultère avait encore son poids dans notre État, surtout quand il s'accompagnait de tromperies financières et de preuves documentées d'une dissimulation d'actifs planifiés. Elle avait consulté un avocat spécialisé en divorce en utilisant les fonds conjugaux pour financer sa liaison. C'est en effet très favorable pour vous, a dit mon avocat en parcourant mon dossier de preuves. La consultation avec son avocat démontre une intentionnalité, et l'utilisation des actifs matrimoniaux pour financer une infidélité est rarement bien perçue par les tribunaux. Je suis sorti de son bureau en me sentant enfin justifié. Pendant des mois,
j'avais senti que quelque chose ne tournait pas rond, sans pouvoir le prouver. Maintenant j'avais des preuves, une représentation juridique et une voie claire à suivre. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Elle appelait depuis différents numéros pour tenter de me prendre par surprise. Chaque message vocal devenait plus désespéré. Et s'il te plaît, rappelle-moi. On peut s'en sortir. J'ai fait une erreur. Tout le monde mérite une seconde chance. Tu ne peux pas disparaître comme ça. On a un prêt immobilier ensemble. Ce dernier message a failli me faire rire à voix haute. On avait un prêt immobilier ensemble et pourtant, elle planifiait secrètement de me laisser avec toute la dette pendant qu'elle recommençait une nouvelle vie avec son amant. Le timing était parfait. Son désespoir signifiait qu'elle n'avait pas eu le temps de mettre en œuvre son plan financier. Je l'avais prise complètement par surprise. Le samedi matin, je suis passé devant notre maison, techniquement la mienne désormais, pour voir si elle essayait encore d'entrer. Sa voiture était dans l'allée. Elle était assise sur les marches du perron, le téléphone collé à l'oreille. Elle appelait probablement une autre amie pour se plaindre de la situation. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé un moment. Elle semblait diminuer, moins assurée. La femme qui m'avait menti en face avec assurance pendant des mois avait maintenant l'air perdu et déstabilisé. Bien. Mon téléphone a sonné. Jennifer. Salut. Je viens juste de recevoir le coup de téléphone le plus bizarre de ta femme. Laisse-moi deviner. Elle voulait savoir exactement ce que tu m'avais dit. Elle avait l'air très contrariée que j'ai mentionné que j'étais hors de la ville. Elle n'arrêtait pas de demander, de quoi d'autre vous avez parlé? Tu lui as dit? Je lui ai dit la vérité, que tu avais appelé pour la chercher, et que j'avais dit qu'elle n'était pas là parce que je ne l'avais pas vue depuis des semaines. Après ça, elle a été très silencieuse. J'imagine. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Jennifer, paniquée. Je lui ai raconté l'essentiel, la liaison, les mensonges, les reçus d'hôtel, tout. Mon Dieu. Je ne savais pas du tout qu'elle m'utilisait comme couverture. Je suis vraiment désolé. Ne te blâme pas. Tu n'es pas responsable de ses choix. Est-ce que je peux faire quelque chose? En fait, oui. Si elle te rappelle, dis-lui simplement la vérité. Ne la couvre pas. N'aide pas à inventer de nouveaux mensonges. Sois honnête sur ce que tu sais et quand tu l'as su. Bien sûr. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait mise dans cette position. En raccrochant avec Jennifer, j'ai réalisé que tout le réseau de soutien de ma femme était sur le point de s'effondrer. Ces mensonges n'avaient pas seulement affecté notre mariage. Elle avait trompé tout le monde autour d'elle. Le dimanche soir, j'avais encore une affaire à régler. Je me suis rendu au bureau où elle travaillait et j'ai attendu sur le parking. À 18h47, une BMW est arrivée. Un homme d'âge moyen, costume coûteux, alliance au doigt. Il est sorti et s'est dirigé vers l'entrée du bâtiment. L'appareil photo de mon téléphone était prêt. 7 minutes plus tard, ma femme est sortie du bâtiment. Elle a presque couru vers sa voiture, jetant des regards nerveux autour d'elle avant de monter. Je les ai suivis à distance. Ils se sont rendus dans un restaurant du centre-ville, le même endroit facturé 3 fois sur notre carte de crédit au cours du dernier mois. Je ne suis pas entré. Ce n'était pas nécessaire. J'ai simplement photographié les deux ensemble et je suis retourné à ma chambre d'hôtel. Ces photos étaient la dernière pièce dont mon avocat avait besoin. Une documentation claire de la liaison en cours, avec horodatage et données de localisation. Mais surtout, elle confirmait ce que je soupçonnais, Brad du bureau était lui aussi marié. Le lundi matin, j'ai fait quelque chose qui semblait à la fois nécessaire et satisfaisant. J'ai trouvé son adresse dans l'annuaire de l'entreprise et j'ai envoyé des copies de toutes les preuves à son domicile. Les reçus d'hôtel au nom des deux, les captures d'écran des messages, les photos du restaurant, le compte rendu chronologique complet de leur liaison. J'ai joint une simple note, j'ai pensé que vous devriez savoir ce que fait votre mari avec notre carte de crédit commune. Cordialement, un conjoint trompé. Qu'elle s'explique avec la femme de son amant. Mon avocat a appelé le mardi après-midi. Il faut agir vite. Je viens de recevoir un appel de l'avocat adverse. Elle a déjà déposé sa propre demande en divorce. Apparemment, elle a engagé un nouvel avocat ce week-end, quelqu'un de plus agressif que celui qu'elle avait consulté initialement. Il invoque des divergences irréconciliables et demande une pension alimentaire provisoire.
C'est pourquoi nous devons immédiatement déposer notre demande reconventionnelle pour adultère, tromperie financière et préjudice moral. Nous réclamons des dommages et intérêts et le remboursement des frais d'avocat. Combien de temps avec autant de preuves? 3 mois, peut-être 4. Elle ne pourra pas nier ce qui est documenté noir sur blanc. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, il faut qu'on se parle en personne. S'il te plaît. J'ai compris que c'était elle encore un autre téléphone pour essayer de me joindre. J'ai répondu, parlez à mon avocat. Toutes les communications passent par lui désormais. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. L'audace était stupéfiante. Elle m'aimait tellement qu'elle avait planifié de divorcer pendant qu'elle couchait avec un autre homme depuis des mois. Tu m'aimes tellement que tu as utilisé notre carte de crédit pour payer des chambres d'hôtel avec ton amant. Tu m'aimes tellement que tu m'as menti en face chaque jour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Et maintenant sa femme le sait aussi. 3 minutes de silence. Qu'est-ce que tu veux dire, sa femme le sait aussi? Je veux dire que je lui ai envoyé des copies de tout, reçus d'hôtel, tes messages, photos de vous deux ensemble. Elle méritait de savoir à qui elle avait affaire. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. Tout comme elle avait le droit de savoir que son mari dépensait leur argent pour la tromper. Mon téléphone s'est tu après ça. Partie 5 et finale, le mercredi matin, mon avocat a appelé avec une mise à jour. Développement intéressant. La femme de son amant a demandé le divorce hier. Apparemment, elle se doutait de quelque chose depuis des mois, mais n'avait pas de preuves jusqu'à maintenant. Et il y a mieux, elle veut coordonner nos dossiers. Son mari dissimulait aussi des actifs. Et elle a des preuves qui pourraient aider les deux affaires. En quoi ça m'aide? L'amant de votre femme va se faire retirer la moitié de ses actifs et devra verser une pension alimentaire conséquente. Sa capacité à financer le style de vie de votre femme va s'évaporer complètement. Donc son plan de secours vient de tomber à l'eau. Exactement. Elle est sur le point de réaliser qu'elle a détruit 2 mariages pour rien. Pour la première fois depuis le début de toute cette situation, j'ai souri sincèrement. La justice n'avait pas seulement triomphé, elle avait triomphé avec une belle dose d'ironie. Les 2 semaines suivantes ont été un cours magistral sur l'effondrement complet de quelqu'un en temps réel. Ça a commencé avec son travail. Une liaison avec un collègue marié pendant que vous traversez tous les deux des divorces publics crée apparemment ce que les RH appellent un environnement de travail hostile. Le jeudi, elle a été suspendue pendant la durée de l'enquête. Son amant a tenu exactement 3 jours de plus. La politique d'entreprise sur les relations au travail est soudainement devenue très importante quand la femme du PDG a commencé à poser des questions sur la responsabilité. Mon avocat m'a tenu informé. Son avocat demande une médiation. Ils veulent régler à l'amiable. Qu'est-ce qu'ils proposent? Le partage des actifs 50-50e, pas de pension alimentaire et elle part discrètement. Et nous, que demandons-nous? Le 70-30e en votre faveur. Elle paie vos frais d'avocat et signe un accord de confidentialité lui interdisant de discuter publiquement du mariage. Elle n'acceptera jamais ça. Elle le fera quand elle réalisera quelles sont les alternatives. La femme de son amant coopère très activement à notre enquête. Il s'avère que votre femme n'était pas sa première liaison. Les preuves continuaient de s'accumuler. Les relevés financiers montraient un schéma de tromperie remontant à presque 1 an. Des dépenses d'hôtel, des cadeaux coûteux, des week-ends dont je n'avais jamais eu connaissance. Elle menait une double vie complète et je finançais les 2 versions. Le vendredi après-midi, Jennifer a appelé. Elle s'est présentée à mon bureau aujourd'hui, sans prévenir. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que j'appelle et dise que je m'étais trompé sur mes dates de voyage, que j'étais peut-être quand même à la maison ce soir-là. Elle voulait que tu mentes pour elle. Exactement. Elle m'a même proposé de l'argent pour changer ma version. Le désespoir atteignait de nouveaux sommets. Elle essayait de reconstruire son château de cartes de mensonges alors que les fondations s'étaient déjà effondrées. Je lui ai dit que je ne me compromettrais pas pour sauver votre mariage. Je ne pense pas qu'elle ait apprécié. Elle a dit des choses assez désagréables sur vous que vous a traité de contrôlant et manipulateur. Elle a prétendu que vous l'aviez soumise à des abus émotionnels pendant des années. La réécriture de l'histoire avait commencé. Soudainement, j'étais le méchant dans sa version des événements. Vous l'avez cru? Pas une seconde.
Je vous connais tous les deux depuis des années. Vous êtes l'une des personnes les plus directes que je connaisse. Si vous aviez vraiment été contrôlant, vous ne lui auriez pas fait assez confiance pour la laisser aller à toutes ces soirées entre filles. Le samedi matin a apporté un développement encore plus intéressant. Mon avocat a appelé. La femme de son amant veut vous rencontrer. Pourquoi? Elle a des informations sur votre femme que vous devez entendre. Apparemment, cette liaison dure plus longtemps que nous ne le pensions. Je l'ai rencontrée dans un café du centre-ville. Elle était professionnellement réservée, avec un épais classeur de documents. J'enquête sur les agissements de mon mari depuis 8 mois, a-t-elle dit. Votre femme n'était pas sa première infidélité, mais certainement la plus coûteuse. Elle a ouvert le classeur et m'a montré les relevés de cartes de crédit de son mari et des dépenses remontant à presque 1 an. Des bijouteries, des restaurants gastronomiques, des week-ends, même un forfait spa pour 2. Il finançait tout son style de vie pendant qu'elle était encore mariée avec moi. Il y a autre chose, a-t-elle poursuivi. Des messages récupérés sur son vieux téléphone. Ils ne planifiaient pas seulement de quitter leur conjoint, ils planifiaient de s'installer ensemble dans une autre région du pays. Elle m'a montré des captures d'écran de conversations sur des recherches d'emploi à Seattle, des appartements, même des discussions sur des changements de nom. Ils avaient un plan d'évasion complet. Nouvelle ville, nouvelles identités, nouvelle vie. Votre femme allait disparaître en emportant la moitié de vos actifs. L'ampleur de la tromperie était stupéfiante. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une arnaque soigneusement planifiée, destinée à briser 2 mariages et à voler les économies d'une vie. Pourquoi me montrez-vous tout ça? Parce qu'elle a détruit ma vie, et elle allait détruire la vôtre. Je veux qu'elle assume les conséquences. Quel type de conséquences? Des poursuites pénales. Ce qu'ils ont fait correspond à la définition juridique de complot en vue de fraude. Utiliser votre carte de crédit commune pour financer leur plan d'évasion tout en mentant sur leurs intentions dans le mariage. J'ai regardé les preuves. Les chambres d'hôtel, les billets d'avion, les dépôts de garantie d'appartements à Seattle. Tout avait été financé avec l'argent de nos 2 mariages pendant qu'ils planifiaient leur grande fuite. Mon avocat dit qu'on a suffisamment de preuves pour des poursuites pénales si on coordonne nos dossiers. Fraude, complot, vol par tromperie. Elle risque une vraie peine de prison. L'ironie était parfaite. Elle avait été si minutieuse à tout documenter, pensant planifier le crime parfait. Au lieu de ça, elle avait constitué le dossier parfait contre elle-même. Le dimanche soir, ma femme a fait une dernière tentative désespérée de contact. Elle s'est présentée à mon hôtel. Je l'ai regardée de la fenêtre frapper aux portes, demandant à la réception mon numéro de chambre. La sécurité l'a finalement escortée hors des lieux. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Je sais que tu me regardes. Je ne te regarde pas. Je t'évite. On peut encore arranger ça. Ce qu'on avait été réel. Ce qu'on avait été un mensonge. Tu planifiais de voler la moitié de mon argent et de fuir à Seattle avec ton amant. Ce n'est pas un mariage, c'est une opération de vol à long terme. Silence. Sa femme a tout documenté pendant des mois. Les demandes d'appartement, les recherches d'emploi, la planification du voyage. Tout votre plan d'évasion est documenté. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Tu allais vider nos comptes, demander le divorce, toucher le règlement et disparaître avec lui pour tout recommencer ailleurs. La seule question maintenant, tu veux régler ça au civil ou au pénal? J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Le lundi matin, la dernière pièce du puzzle est tombée en place. La femme de son amant a appelé. Il a craqué. Il a tout dit à son avocat, le plan Seattle, les arrangements financiers, même le calendrier de quand ils allaient demander le divorce simultanément. Et qu'est-ce que ça signifie pour nos dossiers? Ça signifie que l'avocat de votre femme va lui conseiller d'accepter n'importe quelle offre que vous lui ferez. Se battre devant le tribunal serait un suicide financier, et pour les poursuites pénales, c'est à vous de décider. Le procureur dit qu'il ira de l'avant si vous le souhaitez. J'ai réfléchi exactement 30 secondes. Voyons d'abord quel accord elle acceptera. Si elle veut se battre, on lui offre un combat dont elle se souviendra longtemps. Et si elle accepte un accord, peut-être qu'elle comprendra que les actes ont des conséquences sans avoir besoin d'un rappel via une affaire pénale. Mais honnêtement, j'espérais qu'elle choisisse de se battre. Parce que regarder l'effondrement de son monde avait été agréable.
Mais la voir affronter de vraies conséquences, ce serait la justice. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé. Elle avait accepté l'accord. Partage des actifs 70/30 en ma faveur. Elle a payé mes frais d'avocat. Pas de pension alimentaire. Et un accord de confidentialité l'empêchant de raconter publiquement sa version des événements. Son amant a tout perdu dans son propre divorce. Sa femme a récupéré la maison, les voitures et 70% de son fonds de retraite. Le plan d'évasion vers Seattle est mort avec sa capacité financière à le réaliser. Mon ex-femme s'est installée dans un studio à l'autre bout de la ville, travaillant dans le commerce de détail pour payer ses factures d'avocat. Sa carrière en entreprise était terminée. Les rumeurs circulent vite dans les milieux professionnels quand il s'agit de liaisons au bureau et de poursuites pour fraude. Les poursuites pénales ont été abandonnées après qu'elle a accepté le règlement civil, mais la menace avait suffi à garantir qu'elle ne conteste pas les conditions. J'ai gardé la maison, la majeure partie de nos économies et ma dignité. Plus important encore, j'ai gardé les preuves. Toutes. Une assurance contre toute tentative future de réécrire l'histoire. 3 mois après la fin du divorce, Jennifer m'a dit qu'elle avait vu mon ex-femme au supermarché. Apparemment, elle avait essayé d'approcher Jennifer pour lui donner sa version. La réaction de Jennifer était parfaite, il n'y a qu'un seul côté de l'histoire qui compte. La vérité. Et je la connais déjà. Son ex-amant est retourné vivre chez ses parents après le règlement de son propre divorce. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il livrait de la nourriture pour DoorDash pour joindre les deux bouts. La justice poétique était magnifique. Ils avaient détruit 2 mariages en essayant de financer leur vie de rêve ensemble et avaient finalement tout perdu. Quant à moi, j'ai acheté une nouvelle voiture en espèces avec l'argent du règlement. Je suis parti en vacances en Europe là où j'avais toujours voulu aller, mais qui ne l'intéressait jamais. J'ai recommencé à sortir quand j'étais prêt. La meilleure part n'était ni l'argent, ni la maison, ni même la victoire judiciaire. C'était la tranquillité d'esprit. Ne plus se demander si on me mentait. Ne plus marcher sur des œufs autour du plan secret de quelqu'un. Ne plus financer les mensonges de quelqu'un avec mon propre dur labeur. J'ai appris une leçon précieuse de tout cela. La confiance, une fois brisée, ne peut jamais être entièrement restaurée, mais l'amour-propre, une fois trouvé, devient inébranlable. Elle voulait jouer avec ma vie, mon mariage et mon argent. Au lieu de ça, elle s'est elle-même exclue de tout ce qu'elle avait jamais possédé. La note que j'avais laissée sur la table de cuisine cette nuit-là s'est avérée prophétique, j'espère que la chambre valait la peine de perdre celle-ci. Il s'est avéré que ça ne valait rien du tout. Je terminais. J'ai gagné.